suis Caro Caro. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Au fil du yoga. C'est Caro Caro qui vous parle aujourd'hui. Beaucoup de questions nous assaillent dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du questionnement qui nous affecte par rapport à notre pratique. On est d'accord, le yoga aujourd'hui, c'est essentiellement des postures. Ou plutôt, je modifie un peu ce que je viens de dire. Le yoga aujourd'hui tel qu'il apparaît, dans ce qu'il a de plus visible, ce sont les postures. On offre des cours de posture, on offre des ateliers de posture. Les réseaux sociaux regorgent de posture, les formations parlent essentiellement de posture. Tant et si bien que de nombreuses personnes pensent que parce qu'ils ne sont pas souples, le yoga n'est pas fait pour eux. Parce que ce sont des hommes, le yoga n'est pas fait pour eux. Regardez qui fréquente les cours, qui est la principale cible du yoga tel qu'il est offert actuellement. Parce qu'il est trop vieux, il ne peut pas faire de yoga. Parce qu'il est trop jeune, il ne peut pas faire de yoga. De fait, nous nous trompons. Nous voilons nos propres yeux de ce voile d'illusion maya dont on parle dans la philosophie du yoga. Très brièvement, qu'est-ce que maya ? Maya, c'est l'illusion. C'est tout ce qui concourt à nous faire croire que. Et aujourd'hui, dans notre civilisation occidentale, on nous fait croire que l'apparence compte beaucoup plus que le contenu. La performance compte beaucoup plus que la discipline. La superficialité compte beaucoup plus que la profondeur. Par exemple, pour apparaître au top niveau des podcasts de yoga, il faut parler entrepreneuriat, pas philosophie du yoga. Pour apparaître au hit parade des podcasts sur Google, il faut être référencé et payé. Donc, on préfère le paquet cadeau au cadeau lui-même. Revenons maintenant à la posture. Le podcast a consacré 2 épisodes à la posture, à l'asana. C'est important, la posture est importante parce que la posture nous permet beaucoup de choses. Elle nous permet d'abord de canaliser une énergie, un trop-plein d'énergie ou justement une absence d'énergie. Elle nous permet de revenir au corps, de vraiment sentir le corps parce que là où nous vivons, nous avons tendance à nous oublier, à nous projeter à tel point que nous ne sentons plus la réalité de notre corps. Je vous renvoie également à l'épisode précédent. La posture nous permet aussi de sentir que nous sommes vivants avec la respiration, parce que nous sommes aussi un corps, en tout cas au début, parce que le corps, c'est aussi un espace. C'est un espace grossier, un espace dit physique, et puis cela devient progressivement, au fur et à mesure de la pratique de yoga, cela devient un espace subtil, de plus en plus subtil et de moins en moins dissible. Et alors on se pose des questions parce qu'on se perd, parce que nous sommes aussi des rationalistes, quoi que l'on en pense. Notre société a été fondée sur la pensée et non pas sur juste être. Alors on se pose donc beaucoup de questions, on s'interroge, on s'interpelle. Quand on s'engage dans la voie du yoga, parce qu'il s'agit d'un engagement, de fait, on se voit changer. Alors, pas forcément de façon très évidente, et même je dirais que on se voit changer plutôt de l'intérieur.
c'est ce que j'appelle la pelure d'oignon. On est cet oignon, pas forcément très beau d'ailleurs, avec sa petite peau qui est sèche, qu'il faut enlever. Et puis il y a une deuxième peau qui est pas très jolie, qui est parfois un peu marquée par du vert. On enlève et puis encore et encore jusqu'à venir au cœur. C'est un peu comme aussi l'artichaut. Le cœur de l'artichaut, c'est la chose la plus délicate, la plus subtile, la plus goûteuse. Et en fait, avec la pratique du yoga, on revient à cette partie de ce que nous sommes. L'être pur, la conscience pure, le soi. L'éveil, le fait d'avancer, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on chemine. Et dans ce chemin, c'est le chemin de tous les jours. On travaille, on côtoie des personnes qui ne font pas de yoga, qui ne comprennent pas. Combien de fois j'ai entendu au tout début, quand je me suis engagée dans la voie du yoga, en étant simplement que élève, même pas professeur, tu vas tomber dans une secte, fais attention, on va prendre possession de ton esprit, tu vas perdre ta liberté. J'ai continué avec mon discernement, ma façon de discriminer les choses, je ne pense pas m'être trompée. J'en suis même très heureuse. Mais par contre, il y a des périodes où c'est difficile. C'est difficile d'expliquer ce que l'on ressent vraiment. C'est difficile de s'exposer complètement, quel que soit le métier que vous faites, en dehors de professeur de yoga. Pourquoi ? Parce qu'on présente une façade à un client, à un opérateur, un fournisseur, peu importe, à toute personne extérieure, au cercle familial par exemple. Et puis aussi à vos collègues de travail. Parce que le travail est-il un des champs d'application du yoga ? Je vais vous répondre que oui, mais ce n'est pas une réponse facile. Parce que apparaître tel que l'on est, c'est montrer ses forces et c'est montrer ses faiblesses. Et montrer ses faiblesses dans la société actuelle, ce n'est pas bon du tout. C'est s'exposer. C'est s'exposer à de la souffrance. C'est s'exposer à des récriminations. C'est s'exposer à peut-être encore un peu plus de stress. Parce que s'exposer, ça veut dire aussi peut-être se voir retourner un certain nombre de questionnements, de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Parce que nous sommes en train de cheminer. Et ça devient très difficile alors d'affirmer sa pratique. Ça devient difficile de pouvoir répondre parce que dites-vous bien qu'il est toujours très facile d'attaquer quelqu'un, il est toujours très difficile de rationnellement déconstruire le discours de l'attaque, d'apporter des preuves. Il faut beaucoup plus de temps. Et du temps, le temps sur le chemin de la pratique du yoga, c'est peut-être toute votre vie. Donc on va peut-être mettre beaucoup de temps à répondre. Je dirais même qu'à un moment, on va arrêter de vouloir répondre, de vouloir démontrer. Ça sera une des étapes de notre avancée sur le chemin du yoga parce que nous n'avons rien à démontrer justement. Mais au début, on se sent attaqué, donc on veut se protéger et on veut montrer. Et donc, ça devient difficile. Ça devient d'autant plus difficile qu'il est parfois compliqué de concilier les choses en termes de temps. Comment dans ma journée qui est déjà tellement remplie, comment dans ma journée je peux faire du yoga ? Eh bien, le yoga, c'est pas la posture. Donc, quand on a vraiment assimilé que le yoga n'est pas la posture, et vous verrez qu'à un moment donné dans votre pratique, sur votre chemin, vous allez arriver à ce constat. Oh, pas tout de suite. Parce qu'on aime pratiquer, faire des postures. On aime ça que ce soit en groupe ou seul, parce que ça nous fait du bien. On retire un bénéfice direct et immédiat de la pratique posturale. Et encore une fois, l'immédiat est important pour soi, mais c'est aussi important dans la société, parce que nous sommes dans une société de l'immédiateté. Or, les autres aspects de la pratique du yoga, ce qui fait yoga, eh bien, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas quelque chose qui peut être immédiat. Il faut s'accrocher. Comment introduire du yoga dans une journée ? Avec Maïmouna, on a fait
un podcast sur la sadhana, la pratique. Comment mettre en place un espace de pratique. On a déjà abordé le fait que le yoga, ce n'était pas que la posture. Et donc, en fait, votre pratique peut se passer aussi de posture. Parce qu'il n'y a pas que la posture. Quand vous avez du temps à dégager, que vous pouvez faire 30, 45 minutes de posture, bien entendu, faites-le. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous pouvez ne pas faire de posture. Je suis en train d'expérimenter l'absence de posture sur une longue période. Ça va faire à peu près 3 semaines que je n'ai pas fait du yoga postural. Ça me manque parce qu'il y a ce côté immédiat, ce côté jouissance, dans le sens où le corps sent les bénéfices physiques de la pratique. Mais en même temps, je mets en place yoga pour justement aller au-delà de la simple jouissance physique et pour voir ce qui se passe après l'attente. Après l'attente de poser les pieds sur un tapis de yoga. Ma pratique de yoga, c'est quoi? La pratique de yoga, c'est la respiration, toujours. Pas la respiration automatique, mais la respiration la plus profonde possible pour nourrir son corps, pour nourrir son cœur, au sens physiologique du terme, et puis ensuite au sens symbolique. La respiration, c'est ce qui va me permettre aussi de créer de l'espace dans le corps, dans les idées. La lecture de textes, pas forcément la lecture de textes écrits par des grands maîtres indiens, ce qui est à la base de la philosophie du yoga. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez lire de la poésie. Vous pouvez lire des textes qui parlent des postures. Il y a de très beaux auteurs, étrangers et français. Je pense notamment à Colette Poggi, qui a écrit un merveilleux livre sur la Bhagavad Gita, et je vous invite à vous le procurer parce qu'il est très intéressant. Sur les grandes notions de la Bhagavad, et je dirais même des grandes notions du yoga. Il y a aussi la méditation, bien entendu. Je préfère méditer assise, plutôt parfois que de faire des postures. Mais comment faire si je n'ai pas 30 minutes pour méditer? Et c'est là aussi une des grandes questions, un des grands problèmes. C'est on voit partout fleurir, oui, ma sadhana, c'est je me lève à 4 heures du matin, je fais mes 2 heures de pratique, je me douche, je déjeune. Mais alors je me demande quand commence la journée au travail. Quand vous devez prendre un bus à 8h moins 10 du matin, que vous avez dû donc déjeuner avant, vous habiller, peut-être déjà aller rejoindre l'arrêt de bus, ça commence à faire tôt dans la matinée. Il peut être difficile à ce moment-là de se lever encore plus tôt, parce que physiologiquement, on a aussi besoin du repos. Et ça, c'est extrêmement important. On a besoin du repos. Ce qu'on oublie beaucoup. Ce qu'on oublie d'ailleurs quasiment tout le temps. Regardez la posture de Shavasana en fin de cours de yoga. Combien de temps dure Shavasana alors que vous avez fait tous les efforts physiques au départ pour faire Shavasana? Parce que c'est ça le yoga, c'est arriver à Shavasana. Shavasana, c'est quoi? C'est là où on commence, on a saturé le corps et on a saturé le mental. C'est là que l'union peut commencer. C'est là où la clarté, la sérénité est telle que vous sentez peut-être les effets de yoga. Parce que vous êtes en yoga. Le repos est extrêmement important aussi pour se respecter. Est-ce que vouloir absolument faire des postures de yoga le matin pour répondre à des standards qui sont pondus dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est yoga? Est-ce que c'est pas se maltraiter en fait, aussi un peu? Bien sûr qu'il faut de la discipline, bien sûr qu'il faut de l'engagement. L'engagement sera un des prochains podcasts que nous ferons avec Maïmouna, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur la notion d'engagement. Et je peux déjà vous dire que moi, je trouve, à titre personnel, que nous nous désengageons de plus en plus. Parce que l'engagement, ça va avec la sincérité. C'est pas avec le paraître, c'est avec ce que l'on est. Et donc, on est perdu dans ces pièges, dans ces dangers.
dans ses problèmes, dans ses questionnements. Qu'est-ce que je peux donc faire quand je n'ai pas le temps? D'abord, faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est déjà beaucoup. Je dirais même que faire du yoga en journée, quand vous travaillez, c'est cultiver votre authenticité, qui vous êtes vraiment. Respirez tout le temps le plus profondément possible. Vous n'êtes pas obligé de vous boucher une narine et de faire une respiration alternée. Mais être vraiment là, ancré, présent, à 100%. Voir passer vos émotions et ne pas y entrer. Ça, c'est yoga. Donc, vous êtes en capacité de faire du yoga autrement que sur votre tapis. Bien sûr que c'est merveilleux de s'asseoir sur son tapis. Bien sûr. Mais pensez-vous que quand je suis en train d'enregistrer le podcast, je ne fais pas yoga? En tout cas, j'essaye. Je ne suis pas sur mon tapis de yoga. L'engagement dans le yoga, effectivement, peut questionner. Et il y a des périodes dans la vie où on se questionne plus que dans d'autres périodes, pour plein de raisons. Ça peut même créer du stress, qui est, avouons-le, l'antithèse de ce qu'on recherche avec le yoga. Le questionnement fait partie du chemin. Le questionnement, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, même si vous avez l'impression de régresser. Vous allez peut-être même vous perdre. Je vois toujours le bon côté des choses. Vous allez vous perdre et puis vous allez vous retrouver. Le yoga, c'est quoi? C'est une espèce, non pas de révolution, non plus d'évolution, mais une involution, un retour sur soi. Et vous allez vous apercevoir que le questionnement va vous ramener au départ. C'est pour ça que vous aurez peut-être l'impression de vous être perdu, d'avoir perdu du temps. Mais c'est un chemin de vie. Il n'y a pas de fin. C'est peut-être ça qui est super, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fin. Vous n'arriverez jamais au bout. Ou plutôt, j'espère que vous arriverez au bout, à l'éveil. Je veux pas affirmer qu'il y a un bout, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs étapes et que c'est très honnêtement tout le cheminement d'une vie. Peut-être aussi parce que je trouve ça très agréable et que je ne veux pas, moi, à titre personnel, que cela se termine. Donc on se questionne. Donc on se remet en cause. J'allais vous dire, ne vous remettez pas en cause. Et je vais transformer ça par pensez-vous qu'il faille se remettre en cause? Le yoga nourrit. Vous nourrit en termes de nourriture spirituelle, émotionnelle, psychologique, psychique, physique aussi. Quand vous ne savez pas comment pratiquer le yoga, parce que vous vous sentez trop vieux, pas souple, pas sûr de vous, stressé, comment est-ce que je peux mettre mon premier pied sur le chemin du yoga? Qu'est-ce que je peux faire qui soit à ma portée, à ma mesure? Qu'est-ce qui peut allumer une étincelle, quelle qu'elle soit? Et la notion d'étincelle, elle va varier selon chacun. Le questionnement n'est pas négatif, mais le questionnement petit à petit doit vous permettre d'arriver à un état où il n'y a pas forcément de réponse. Et vous acceptez qu'il n'y a pas forcément de réponse. Vous acceptez que devant vous, en fait, c'est ininterrompu, c'est vaste, c'est sans limite, c'est l'infini. Et quand cet infini devient palpable, une réalité pour vous qui ne vous submerge plus, vous allez voir que le questionnement va s'arrêter. Ne va rester qu'un certain nombre de certitudes, mais pas des certitudes qu'on assène, des certitudes parce que c'est pleinement accepté. Et vous aurez donc atteint le détachement, ce qui est tellement nécessaire pour arrêter de souffrir, arrêter de partir dans ses émotions et pouvoir faire yoga. Cette sérénité, cette troisième voie,
cette équanimité dont on entend tellement parler. J'espère que cet épisode vous permettra simplement de vous questionner, encore une fois, de vous questionner pour voir où vous vous trouvez, pour voir où vous êtes notamment coincé, retenu. En fait, ce podcast-là, il est fait pour voir où vous en êtes, faire un état des lieux. Est-ce que je me sens complètement perdue dans le yoga ou j'avance bien? Quelle est ma prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire? En vous détachant complètement de tout ce que vous pouvez voir à droite et à gauche dans les magazines. Et il y a toujours une phase vertueuse dans tout ce qu'on fait, bien sûr. Mais chaque action que l'on met en place peut parfois déclencher ce qu'on appelle des trigger points. C'est des choses qui se tendent un peu dans le corps, dans le mental. Essayez de les voir de façon claire. Quels sont vos trigger points? Qu'est-ce qui vous bloque? On n'est pas obligé de voir la montagne, on peut juste voir un petit caillou de cette montagne qui nous bloque. Et puis, petit à petit, avec notre piolet, gravir au sommet de cette montagne à son propre rythme. Donc, quand vous allez à un cours de yoga, ne dites pas « Je ne suis pas souple, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas faire ». Très honnêtement, cela n'a aucune importance. Donc, voilà, regardez où est-ce que vous en êtes. Vous n'avez pas médité 30 minutes aujourd'hui? C'est pas grave. Déculpabilisez. Le yoga ne doit pas être quelque chose de culpabilisant. À partir du moment où vous culpabilisez à cause du yoga, va falloir travailler